peut-être ça va vous surprendre, je voudrais dédier cette émission à M. Nicolas Kazadi. Vous n'êtes pas trompé de personne? Non, non, j'ai bien cité M. Nicolas Kazadi. Je dédie cette émission, et probablement parce que ce que je vais dire aujourd'hui a comme socle ces déclarations. Déjà, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que j'avais effectivement reçu, je dirais au total 3 invitations du parquet général de la TGI Gombe. Monsieur Nicolas Kazadi m'a porté plainte du fait d'avoir dénoncé ou du fait d'avoir relayé, d'après ce qu'on me dit, relayé le propos de l'IGF ou sinon le propos d'Israël Mutombo. Et puis deuxièmement, on me reproche le fait de l'avoir traité, d'après le procureur, de l'avoir traité de Kuluna VIP. Je crois que ceux qui avaient suivi l'émission, je n'avais pas voulu utiliser les termes utilisés par d'autres personnes, en l'occurrence le ministre en charge de la justice, le ministre et M. Alingeti qui parlait de Kuluna en cravate. Et moi, j'ai préféré prendre Kuluna VIP, c'est-à-dire ce sont de Kuluna. Alors, quelle était ma définition du terme Kuluna? Ceux qui ne veulent pas respecter la norme. C'était ça ma compréhension. Et notre ami, notre frère s'est senti lésé. Voilà pourquoi il m'a traduit en justice le fait d'avoir relayé. En tout cas, je lui reconnais ses droits de me porter plainte. Parce que il s'est senti lésé. C'est un humain. Il est comme nous. Il pouvait se sentir lésé. Je comprends. Comme aussi, moi, j'ai le droit de me défendre. Aujourd'hui, M. Nicolas Kazadi m'a apporté de l'eau dans mon moulin. Lui aussi a dénoncé. Il a utilisé des termes assez durs. Voyez-vous? Mais moi, je ne lui reproche de rien. Je le soutiens. Je soutiens ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai, on a beaucoup de choses à lui reprocher. C'est vrai. C'est vrai que, personnellement, moi, je n'étais pas d'accord de la démarche du procureur. Mais nous devons nous rendre à l'évidence que la justice s'est décidée de ne pas le poursuivre. Parce que la justice considère n'avoir pas trouvé assez d'éléments l'incriminant. Il a été disculpé par le procureur général. Et donc, naturellement, il ne peut pas être poursuivi pour le fait dont on faisait allusion. Ce qui veut dire, devant cette réalité, il doit comprendre que je ne peux pas insister là-dessus parce que le procureur a porté la responsabilité. Exact. Mais au-delà de tout, il a dit pratiquement la même chose que moi. Voyez-vous? C'est-à-dire, si je dois m'en excuser du fait de l'avoir traité de Kuluna VIP, il doit reconnaître que dans ses dires, il a plus renforcé ce que je disais. Peut-être il a fait avec ses mots. Sera-t-il en mesure, lui aussi, de demander pardon? Mais la différence, c'est que lui, il est parti du général, on peut le dire comme ça. Il a dit un régime de jusseur, donc il s'est exempté en fait. Non, il ne s'est pas exempté, il a dit non. Non. C'est-à-dire qu'il s'est placé là-dedans. Mais de mon côté, moi, je ne l'avais pas pris personnellement. J'avais commencé d'abord à démontrer le contexte général. Exactement. Et puis je l'ai pris comme cas. Et dans le cas, apparemment, ma vidéo a été charcutée. Ça n'apparaît pas vraiment comme je l'avais dit. Mais ce qui est vrai, moi et tous les Congolais conscients, nous savons que la justice l'a disculpé. Et donc, nous ne pouvons pas les charger par rapport à ces faits-là. Bien que nous restons à notre soif, mais je considère que M. Nicolas Kazadi ne peut plus faire l'objet des attaques, de critiques. Mais c'est là, qu'à cela ne tienne, il a lancé un autre débat. Parce que le fait pour lequel il m'avait traduit en justice, bien qu'il y ait une similitude avec ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dénoncé à son mais tour. moi, j'analyse maintenant ce qu'il a dénoncé. Il a dénoncé le fait qu'à chaque fois qu'il y avait des projets, c'est-à-dire ils initiaient des projets, pas pour résoudre le problème de la population, mais plutôt pour s'enrichir. C'est-à-dire ils font sortir l'argent et après ils se redistribuent. C'est après seulement qu'ils arrivaient à réfléchir sur comment justifier les décaissements de fonds. J'ai pris note. J'ai pris note
que M. Félix Tshisekedi est entouré des jouisseurs, des gens qui ne voient que leurs intérêts et nullement les intérêts de la population. Je constate que M. Alinguetti ne faisait pas bien son travail. Et le fait qu'il soit contrôleur, quand il aboyait, les gens pensaient que ce qu'il disait était vrai. Les anciens des rapports qu'il émet ne sont pas vrais. C'est-à-dire qu'il s'est fondé justement par son souci d'accéder à certains postes. Je prends note. Et donc tous ces éléments mis ensemble, je tiens ici à dire à M. Nicolas Kazadi, vous pouvez compter sur mon soutien. Parce que c'est vrai que il y avait un problème au départ, mais le fait d'avoir fait ces déclarations, ça me réconforte et ça prouve à la face du monde que j'avais raison. Et comme vous me rejoignez, naturellement, vous devenez un potentiel allié circonstanciel. Et donc, vous ne devriez plus faire objet de poursuites judiciaires. Non, mais c'est à lui d'en décider, parce que je vous ai démontré que nous sommes basés sur un rapport officiel. On ne disait pas de choses en l'air. On s'est basé sur le rapport officiel d'une institution rattachée à la présidence. Donc, on s'est basé sur ça. S'il considère qu'il s'était senti lésé, je considère qu'effectivement la justice, ayant pris l'option de me convoquer, la justice considère que c'est un fait répréhensible. Voyez-vous, je reconnais que la justice l'a dit. Alors, il lui revient maintenant à lui de voir si ce que moi j'avais dit était différent de ce qu'il a dit. Voyez-vous? Donc, si on doit s'excuser, moi je peux avoir le courage de le faire. Si lui également peut le faire aussi, ça serait une bonne chose. Parce que je ne peux pas, moi, prendre le risque de demander pardon sur un fait, alors que la personne qui m'a traduit en justice a fait la même chose. Et je ne sais pas pourquoi les autres ne l'ont pas traduit en justice, parce qu'il a cité Alinguetti. Alinguetti n'a pas porté plainte. Il a parlé de son journaliste, bien qu'il n'a pas cité le nom, on comprend qu'il parlait d'Israël Mutombo. Ce sont les deux personnes qui ont mis à la place publique les informations. Il a cité Constant Moutamba. Il a cité, c'est lui aussi qui avait parlé de ce dossier, et nous n'avons fait que commenter. Et donc, vous comprenez que je dédie cette émission à M. Nicolas Kazadi, parce qu'il m'a pu se réconforter, et j'espère qu'il aura le courage de revoir sa décision. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Bolodjoa, donc on entre dans le vif du sujet maintenant. On va parler de la sécurité. On commence notamment avec le projet d'accord le projet d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, qui intervient justement après la signature d'une déclaration de principe entre les deux pays. Aujourd'hui, Washington se prépare à recevoir un accord entre les deux pays pour qu'il y ait retour de la paix. On parle aussi de la partie Est, dans la partie Est de la République, mais aussi dans la région. On commence d'abord par comprendre où nous nous attendons à voir votre lecture avant d'épingler d'autres aspects. Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que j'en ai parlé il y a bien longtemps, bien que les gens ne voulaient pas comprendre ce que nous disions, mais je constatais qu'il y avait effectivement un complot contre la République où M. Félix Tshisekedi était un acteur majeur. Je considérais que M. Félix Tshisekedi avait reçu mission de nous endormir, de blanchir l'occupation et de les légaliser. Et ce que je disais, je le tirais de la prophétie politique de Papa Ngwanda Honoré. Alors, la grande question que l'on doit se poser, n'est-ce pas là l'accomplissement de la prophétie? Non. N'est-ce pas là les efforts diplomatiques? Bon, c'est ce que vous appelez efforts diplomatiques, mais apparemment, ces fameux efforts diplomatiques ont tendance à atteindre les trois objectifs dont Papa Ngwanda en a parlé. L'occupation. Nous avons tous fustigé l'occupation. Aujourd'hui, on a endormi le peuple avec ce que vous appelez la diplomatie agissante. Et après, on a blanchi les occupants avec tout ce qu'il y a eu comme tractation, tout ce qu'il y a eu comme activité. Mais maintenant, là, on veut légaliser l'occupation par la signature d'un accord dont la force va au-delà de nos lois. Voyez-vous? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi étant acteur majeur dans la mise en œuvre du plan de l'occupation de l'État, mais aussi de l'aliénation
ou sinon du bradage de notre souveraineté, il a joué sa partition. Lorsque nous disions, attention, il y a un complot qui se faisait contre l'État par le comportement de M. Félix Séké, les gens ne voulaient pas nous écouter. Et par la suite, nous avons vu M. Félix Séké signer des accords avec le Rwanda. Ces accords, il y avait notamment avec la Sakima, il y avait Rwandair, les partenariats économiques. Ce qu'ils ont appelé partenariat économique. Il y avait la mutualisation des efforts pour traquer les FDLR. Il y avait les actions conjointes au niveau de la police. Il y avait l'autorisation de la construction, n'est-ce pas, de logements sociaux pour ceux que lui considère comme des Congolais. Et donc, tous ces éléments mis ensemble démontraient déjà, prouvaient à suffisance qu'il y avait effectivement une intention de nous amener dans un guet-apens. Aujourd'hui, M. Félix Séké nous dit, voilà, le fait que nous soyons confrontés à la problématique sécuritaire avec le pire phénomène, le M23 AFC, et donc nous devons rechercher à tout prix à convaincre les Américains. Il semble oublier que M. Félix Séké lui-même avait dit qu'il y avait certains États de l'OTAN, ou sinon l'Occident, qui étaient derrière derrière le Rwanda. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait d'avoir approché les États-Unis pour trouver une solution dans le cadre bilatéral, les États-Unis nous imposent aujourd'hui de traiter cette question conjointement avec la question du Rwanda. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un triangle analytique où on prend M. Félix Tshisekedi, le président ou l'administration américaine et M. Kagame pour trouver solution à ces problèmes. C'est-à-dire qu'on veut nous démontrer que la question étant transversale, on ne pouvait pas renforcer notre coopération avec les États-Unis sans préalablement résoudre la question qu'il y a avec le Rwanda. Et le Rwanda s'ingère sous des questions qui relèvent de notre souveraineté, justement parce que M. Félix Séké l'avait accepté il y a bien longtemps. Dites-moi, ce que les Américains nous disent, en quoi c'est différent avec ce que Macron et Sarkozy avait dit? En quoi c'est différent? En quoi c'est différent avec ce que Félix Séké lui-même avait dit? En quoi c'est différent avec ce que Bissele Bifort avait dit? En quoi c'est différent avec ce que comment il s'appelle, l'ancien conseiller de Félix, le conseiller principal de Félix Séké sur des questions socio-économiques et financières, Bilonda? En quoi c'est différent? En quoi c'est différent avec ce que François B avait dit? Voyez-vous, le fait seulement que les gens n'ont pas la culture d'intégrer certains phénomènes ou certains éléments historiques dans l'analyse, ils pensent qu'il y a des innovations. Non, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ce que Bissele l'avait dit. Les Américains ont utilisé la volonté de Félix Séké parce que c'est lui qui est allé brader notre souveraineté. Il est allé brader notre souveraineté. Demander un partenariat gagnant-gagnant. Non, mais nous avons toujours été en partenariat avec les Américains. Brader, c'est vendre à tout prix, à n'importe quel prix. Mais oui, mais c'est ce qui s'est fait. Il a promis de ne pas faire. Non, mais le monsieur n'a jamais été sérieux dans ce qu'il dit, et puis il n'est pas crédible. C'est un président de la République. Il peut être le président, je suis de protéger son État. Oui, s'il avait le pouvoir de protéger son État, alors pourquoi avons-nous fait la guerre? Si c'est ça la bonne stratégie, pourquoi avons-nous perdu 3 ans de guerre? Il pouvait prendre cette décision bien avant, parce qu'il avait déjà pris. N'oubliez pas que le Congo et le Rwanda étaient en coopération. Et n'oubliez pas que le Congo et les États-Unis étaient toujours en coopération. Je peux vous citer des cas. Tenke Fungurume Mining, c'est une entreprise qui appartenait aux Américains, qui ont vendu en 2017 aux Chinois. Kibali Mining, c'est une entreprise américaine qui exploite de l'or dans la Grande Orientale. Vous prenez Alpha Mining, qui est à Walikale, qui exploite l'État. Nous sommes déjà en coopération économique avec les États-Unis. Les États-Unis exploitent notre pays il y a bien longtemps. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer, les États-Unis font partie des nations qui ont créé l'État. Mais là, il y avait besoin de renforcer militairement les FARDC, renforcement sécuritaire. Non, mais effectivement, nous avons toujours été en coopération militaire avec les Américains. L'essentiel de mes grands frères qui ont fait l'armée ont été formés aux États-Unis. Voyez-vous, l'essentiel des académiciens ont obtenu des bourses des États-Unis. Les États-Unis ont formé beaucoup de gens ici. Les États-Unis nous ont accompagnés dans plusieurs crises, notamment avec la création de la MONUC. Alors, quelle est la particularité? C'est justement parce que Félix Séké est allé aux États-Unis
pour quémander la paix moyennant mine. C'est ce qu'on appelle bradage. Il a bradé. Parce qu'on ne va pas évaluer l'apport des États-Unis en valeur d'argent. Pourquoi ne pas négocier avec les États-Unis séparément avec le Rwanda? Si nous avons besoin de maximiser notre profitabilité en termes d'exploitation minière, il suffisait seulement d'attirer les investisseurs américains pour investir chez nous en se basant essentiellement sur le code minier. Alors que la sécurité était menacée, comment faire venir ces investisseurs? Mais madame, ils viennent investir là où la sécurité y est. Madame, Alpha Mining exploite dans le Nord Kivu, oui ou non? Ils exploitent. Mais dites-moi, les Américains ne sont-ils pas ici chez nous? Ils sont là. Mais la formule magique trouvée par M. Félix Tshisekedi, en allant vers les États-Unis pour obtenir leur sécurisation, c'était quoi? On donne les mines, en contrepartie, venez nous sécuriser. Mais les États-Unis ne viendront pas faire la guerre chez nous. Ça, il ne faut pas rêver. Et surtout que les États-Unis n'auront jamais le courage d'attaquer le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est parmi les États qui sont protégés au niveau international. Du fait d'avoir subi ce qu'ils appellent les génocides. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la philosophie. Parce que le Rwanda considère... Le Rwanda s'est sanctionné aussi par ces États qui le protégeaient autrefois. Ah bon, sanctionné comment? On a sanctionné certains individus, on n'a pas sanctionné le Rwanda, madame. Certains individus. Et ce n'est pas la première fois. Non, mais alors, quand il y a eu des entreprises qui, justement, vers qui le Rwanda payait, il y avait cette coopération des minerais, ces entreprises s'est vues sanctionnées, donc ils ne pouvaient plus continuer justement cette procédure des transactions. Donc on va dire que le Rwanda a été secoué aussi. Non, mais secoué, oui, mais le Rwanda formellement n'a pas été sanctionné. Parce que si nous avons besoin de l'accompagnement opérationnel des Américains, c'est-à-dire, on sous-entend, les Américains vont nous faire des dotations en termes d'équipement. Les Américains devaient nous faire des dotations ou nous envoyer leur personnel militaire, soit pour la formation ou soit pour le déploiement. Qu'avons-nous obtenu? On a demandé à la République démocratique du Congo de coopérer avec le Rwanda et en contrepartie exploiter conjointement nos ressources. Mais apparemment, c'est ça l'option qu'il y avait. Moi, je demande aux Congolais d'être rigoureux, d'être sévère dans l'analyse de faits. Parce que ce que nous avons fustigé hier contre Félix Tshisekedi, c'est ce que nous amène aujourd'hui comme solution. Lorsqu'il signait les accords dans le cas de Sakima, nous tous nous avons fustigé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'évolution. Il y a les États-Unis qui sont là pour assurer l'arbitrage. Mais madame, les États-Unis interviennent. Non, dites-moi, quelles sont les entreprises rwandaises qui transforment les matières premières qui viennent du Congo? Il n'y en a pas. Qui sont les acheteurs? Qui achètent derrière le Rwanda? Ce sont les Américains. Bien que cela transite essentiellement pour certains produits de 3 pays de l'OPEP, Qatar, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Mais il faut reconnaître que le Rwanda n'a comme débouché que les États-Unis parce que l'essentiel de produits du Rwanda ne sont pas vendus en Chine. Le Rwanda, c'est un bon élève pour les Américains. Le Rwanda, c'est un protégé. C'est-à-dire, c'est un pays qui est protégé par les intérêts juifs. Et fort malheureusement, les États-Unis étant constitués essentiellement de personnes qui ont cette vision-là de protéger les Américains, les États-Unis sont en train de protéger les intérêts de Rwandais. Fort malheureusement, ceux qui sont avec nous, ceux qui prétendent être vos dirigeants, n'ayant pas compris les enjeux et ayant le seul comme principal souci de préserver leur pouvoir, ils ont négocié ça. C'est-à-dire, on prend nos ressources, on nous conditionne pour exploiter avec le Rwanda. Et donc, le Rwanda va bénéficier de nous, et la seule chose que nous aurons comme bénéfice, la fin du décrépitement des balles. Et si vous considérez ça comme paix, je vous dis c'est une paix factice. J'en ai parlé il y a bien longtemps, je continue à marteler là-dessus. Comprenez que tel que nous sommes là, nous sommes des perdants. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit hier que justement cette procédure va aboutir va permettre à ce qu'il y ait une paix durable dans la région. Non, la paix durable, bon, je ne sais pas
si la durabilité est liée à la durée ou à la qualité. Parce que si on parle de paix durable, c'est comme depuis 1885 jusqu'à 1960, notre pays n'avait pas de guerre. Vous comprenez? Notre pays n'avait pas de guerre. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons accepté d'être aliénés. Les guerres ont commencé depuis que nous avons exigé notre souveraineté. Si vous voulez avoir la paix, en tant que des esclaves ou des aliénés volontaires, vous en aurez. Mais le document en cours d'élaboration couvre justement ce domaine de reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Oui, mais la souveraineté dont on parle, cette souveraineté est déjà cristallisée dans la Charte des Nations Unies. Cette souveraineté est cristallisée dans la Charte de l'Union africaine. Ça, c'est un droit acquis. Notre souveraineté ne dépend pas du Rwanda. On ne peut pas nous rassurer de notre souveraineté via un communiqué signé par le parti. Nous sommes souverains. Une confirmation. Non, mais pourquoi? On n'en a pas besoin, madame. Qu'il y aura des choses comme vous voulez le dire là, on va brader notre souveraineté. Madame, vous pouvez être souverain et brader vos ressources. Vous pouvez être souverain et accepter d'être aliéné. Vous savez, déjà dans la démarche de M. Félix Tshisekedi, vous comprendrez directement qu'il a mis sous tutelle partielle l'État. Il a mis sous tutelle l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes régentés par les intérêts des Américains. Ça, c'est une manière de mettre sous tutelle notre pays. Et donc, vous comprenez que... D'ailleurs, ceux qui ont la capacité d'analyser en profondeur vont comprendre directement que Félix Tshisekedi a fait un aveu d'impuissance. Il a dit aux Congolais inconscients et au reste du monde, voilà, je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je m'étais assigné et je sollicite l'accompagnement du grand prêtre des États-Unis pour garantir l'atteinte de ces objectifs. C'est-à-dire qu'il a abandonné la souveraineté entre les mains des États-Unis. Nous avons échoué. Je ne sais pas pourquoi nous avons demandé l'indépendance. Comme nous avons été dirigés par le roi des Belges et par la suite par la Belgique, le fait seulement que nous ne soyons pas en mesure de rassurer notre souveraineté, notre indépendance, je viens me livrer en holocauste. Je viens vous céder le pouvoir qui m'a été conféré, entre guillemets, par le peuple souverain pour que vous vous en chargez. C'est-à-dire qu'on confie notre sort entre les mains des États-Unis. Donc, les États-Unis vont décider, ok, monsieur tel allait investir au Congo, tel n'investissez pas parce que ça va mettre en mal les accords signés avec le Rwanda. Le Congo, vous n'avez pas le droit de déployer vos militaires au niveau de frontières avec le Rwanda parce que vous avez signé un accord. Et voilà, M. Félix Tshisekedi, nous pensons que vous n'avez pas le droit de quitter le pouvoir. Restez d'abord quelques temps, le temps qu'on finisse. C'est-à-dire qu'on a aliéné notre souveraineté. Donc en vrai, la solution est loin d'être trouvée. Non, mais la solution ne sera pas trouvée parce que nous sommes sujets du droit international. Même si nous sommes membres de la communauté internationale, nous avons de droits à défendre. Pendant que nous étions sous tutelle de la Belgique nous rassurait une certaine paix. Mais ce n'était pas une paix du tout, parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans tenir compte de notre souveraineté. Le fait seulement que le Rwanda a tiré la couverture, a tiré l'épingle du jeu, le Rwanda en est content. Parce que tout ce que le Rwanda avait exigé en amont, c'est ce qu'il va obtenir par la signature irréfléchie de M. Félix Tshisekedi. Alors, quelle différence faites-vous entre le processus de Washington aujourd'hui et la démarche de prélats catholiques ainsi que les prélats catholiques et les pasteurs de l'ECC? Déjà, je voudrais intégrer un élément qui semble être négligé. En allant vers les États-Unis, nous aurons à signer des accords à plusieurs niveaux. C'est vrai, par rapport à la démarche institutionnelle ou à la démarche entre États, on a un accord de paix, on a un accord économique. Ce sont les deux accords qui sont signés entre les États. Mais au-delà de ça, il y a un accord entre l'État congolais et les privés. Je cite en l'occurrence l'accord signé avec Blackwater. Cette entreprise paramilitaire dont la spécialité est de sécuriser les sites d'exploitation, mais aussi de sécuriser les personnalités VIP. Cet accord a été signé entre le gouvernement congolais sans bien réfléchir et ses privés. Et ces privés, derrière ces privés,
il y a les multinationales qui veulent sécuriser leurs investissements ici chez nous. Voilà pourquoi on va déployer le personnel militaire américain non institutionnel qui seront déployés ici, qui vont sécuriser les sites, qui vont travailler au niveau de nos frontières. Et au niveau de nos frontières, ils feront tout pour empêcher aux Chinois d'exploiter nos ressources. C'est-à-dire, nous sommes en train d'attirer la guerre entre la Chine et les États-Unis. Souvenez-vous, j'en ai parlé. C'est ce qui va se faire. Alors, par rapport aux similitudes, les États-Unis, dans leur présentation ou dans la démarche de votre fameux gouvernement, les États-Unis viendraient pour imposer la paix par une démarche diplomatique. Dans cette démarche, à la fin, on va nous réconcilier avec le Rwanda. La particularité, c'est que nous n'aurons plus la capacité ou le droit de poursuivre le Rwanda pour le fait qui ont été posés, qui ont été commis ici. C'est-à-dire, on a tué nos frères n'auront pas droit à la justice parce qu'au nom de la paix, on ne peut pas incriminer le Rwanda. C'est-à-dire, ils vont venir chez nous. Ce qui est vrai, dans l'accord signé avec Félix Tshisekedi, on va déverser chez nous près de 300 000 personnes identifiées entre guillemets comme des Congolais. Or, l'administration congolaise du territorial n'ont jamais parlé en termes de 300 000, mais ils seront ici en termes de 300 000. Ces personnes doivent être protégées spécialement par l'accord. Et je crois que c'est ce qui apparaît là. Ils vont le faire par rapport aux accords, d'abord par rapport aux conclaves qui ont été organisés par M. Félix Tshisekedi avec le groupe armé, mais en même temps à l'accord signé au niveau de Nairobi, qui a été cristallisé au niveau de Luanda et qui a été porté par l'Union africaine. Donc vous comprenez que la démarche des Américains vient justement imposer ce qui est différent des autres démarches. Dans d'autres démarches, nous négocions d'égal à égal. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Mais ici, on n'a pas le pouvoir de penser, on a le seul pouvoir de dire Alléluia, Amen. On a demandé au gouvernement de déposer sa réplique, la note de réplique, ils ont déposé, c'est ce que vous avez dit, ils vont analyser, ils vont prendre ce que le Rwanda va demander, ils vont prendre ce que le Congo va demander, et puis ils vont condenser pour avoir un seul document. Et ce document sera imposable aux deux parties. S'il y aura discussion, c'est juste pour aplanir certaines divergences. Mais la philosophie est imposée par les États-Unis. Or, si vous allez dans la démarche de Prélat et de l'ECC, vous trouvez qu'il y a un élément essentiel. Cet élément essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y aura un consensus. Pour le prêtre, il y aura un consensus. C'est-à-dire qu'on prend d'abord au niveau national tous ceux qui sont en conflit d'intérêts, on le met ensemble, ils discutent. On intègre les revendications de la population, on crée une volonté manifeste à coexister pacifiquement. Et après, on amène la volonté de la population pour aller négocier avec les parties prenantes au niveau de la sous-région et de la région. Vous comprenez que donc, ici, la volonté... non, mais effectivement, ici, la volonté est de négocier. Mais là, on vous impose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même schéma. Au-delà de tout, la démarche menée par les Américains va aussi dans le sens de soutenir la démarche de Doha. Or, Doha a échoué et d'ailleurs, Doha lui-même a reconnu la nécessité d'intégrer ou de prendre en considération la démarche de Prélat. La démarche de Prélat est plus constructive que toutes les autres démarches. Parce que je tiens à vous dire, moi, Alain Bolodjoa, quels que soient vos accords, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Et ce qui est vrai, notre souveraineté n'est pas à vendre. Même si la guerre va continuer avec les États-Unis, ça c'est votre problème. Nous pensons qu'on ne peut pas nous imposer l'indivision. Le Rwanda peut rester éternellement un pays voisin, mais on n'est pas obligé d'en faire un pays ami. Tant que nous avons dénombré plus de 8 millions de morts. Madame, la crise qu'il y avait au Rwanda, il y avait 850 000 morts. On a fait une question internationale. Chez nous, il y a plus de 8 millions de morts. On pense que ce n'est pas assez. Alors, vous tuez les Bembe, les Lega, les Bafulero, tous ces gens-là qui ont été tués. Et puis à la fin, vous dites, voilà, vous devez coexister avec le Banyarwanda. Si vous n'en voulez pas, on va vous sanctionner. Mais qui va accepter ça? Savez-vous pourquoi le Maï Maï sont nés? Savez-vous pourquoi le Ouazalin sont nés? C'est justement parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur impose des gens qui ont d'autres nationalités chez nous. Et donc, ce combat va continuer.
Donc il n'y aura pas de solution durable en tant que telle. Alors, quelle lecture faites-vous quand vous voyez que les acquis de la RDC sont, on va dire, inclus dans ce processus de paix, alors que on a toujours accusé le Rwanda d'être le pays agresseur? Non, mais justement parce que Félix Tshisekedi est co-auteur. Je vous avais démontré l'autre fois que Félix Tshisekedi, et même aujourd'hui, que Félix Tshisekedi était dans le complot. C'est-à-dire, pour Félix Tshisekedi, l'obstacle c'était nous. Ils ont trouvé des astuces pour contourner l'opinion en vue de tomber dans le même principe. Ils sont dans le même principe, la cogestion. Nous gagnons quoi du Rwanda? Rien du tout. Mais si tel était le cas, les présidents n'allaient pas rompre son partenariat avec le Rwanda, les partenariats qu'il a eu à conclure entre la RDC et le Rwanda. Oh, mais il a fait pour nous. Il a compris que non, le Rwanda n'était pas vrai dans cette démarche. Non, mais c'est ce que moi. Non, mais c'est ce que j'ai tenté de vous faire voir il y a de cela, il y a pendant près de 2 ans. Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Ça, c'est ce que je vous disais. Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Il a abdiqué à ces démarches, ou s'il s'est rétracté, c'est justement parce que nous avons fait pression. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais coupé son amour avec le Rwanda. Jamais. Non, mais il a même refusé de le voir. À l'époque, alors quand il dit une figure de style, on va le dire. Maman, il le voyait. Il était catégorique pour dire que les relations ne marchaient pas. Maman, sachez que frère un jour, frère toujours. C'est un principe naturel. Comme disent les Nekongo, Singa famille, Benanaga et Katanarate. Félix Tshisekedi a déclaré son amour en plein jour. Tout le monde sait que Félix Tshisekedi est en amour avec Kagame. Au-delà de tout, Félix Tshisekedi a cherché à utiliser les carnets d'adresse de qui? De Kagame. Ça c'était à l'époque, autrefois. Non, mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Il est allé vers le lobbyiste qui lui ont été présentés par le même réseau. Félix Tshisekedi a travaillé avec eux, même pour déboulonner, d'après ce qu'il dit, le système de Kabila. Il a utilisé le Rwandais. Félix Tshisekedi est en train d'utiliser le Rwandais jusqu'aujourd'hui. Alors, voir que aujourd'hui, alors avec autant de processus, le rebelle, on va dire les rebelles M23 ils ne sont plus rebelles, ils sont devenus des alliés en négociation avec Félix Tshisekedi. Ce sont des potentiels alliés. Non, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là. Ça, c'est ce que vous croyez? Non. Pourquoi sont-ils arrivés à libérer Walikale? Mais pourquoi ils continuent à occuper des zones stratégiques? Non, mais ça fait partie de la stratégie. Voilà pourquoi je vous dis... La stratégie d'éduquer la population. Madame, savez-vous au moins pourquoi on a décrété l'état de siège? C'était justement pour faciliter la résurgence du M23. Ça, c'est une évidence. Ce qui est vrai. Le dysfonctionnement ou la désarticulation de l'armée a été fait à dessein. Ça, ce sont des évidences. Ce qui est vrai. L'avènement ou l'invitation de M23 ici chez nous, ça faisait partie d'un plan. Ce qui est vrai. Céder le droit d'exploitation de nos ressources était un plan. Ce qui est vrai. Signer des accords de coopération avec le Rwanda en matière de survoler notre espace aérien et tout ça, c'était un plan. Ce qui est vrai, la signature du contrat avec l'ONATRA, c'était un plan. Ce qui est vrai, la création de Fomine, Fonarev était un plan. Tous ces éléments-là faisaient partie du plan. Nous en avons parlé il y a de cela plusieurs années. Les gens ne voulaient pas nous écouter. Félix Tshisekedi est dans le complot. Mais ce qui est vrai, nous vous disions, attention, il est dans le complot, les gens ne l'avaient pas compris. Dites-nous aujourd'hui, au regard de faits factuels, n'est-ce pas, ce que nous avons condamné hier, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. C'est justement parce que la population ne veut pas comprendre que tout ce que nous menons là comme combat, c'est justement pour l'alerter par rapport au complot. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi va obtenir légalement ce que nous avons refusé. Tout le monde avait refusé la coopération avec le Rwanda. Ça, il va nous être imposé. Voyez-vous? Nous avons refusé à ce que les fameux réfugiés viennent chez nous. On va nous l'imposer. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a dit à la face du monde que j'étais dans l'incapacité, n'est-ce pas, de faire ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous accompagner et la communauté dite internationale l'accompagne. Je pose la question, est-ce que les Européens sont-ils contents de ce qui s'est fait? Non. Alors, parce que justement, ce sont les intérêts des Américains. Dire que les rebelles sont aujourd'hui alliés, Joseph Kabila n'aurait plus fait objet de poursuites judiciaires. C'est lui qui serait les parrains. On termine par là. Non, je pense que les alliés
circonstanciels de Kabila aujourd'hui, s'ils le sont réellement, les alliés de Kabila aujourd'hui sont le bras séculier de la vision de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai dit l'AFC M23, c'est la branche armée du FCC cash. Les deux parties. Du FCC cash, parce que tout ce que nous vivons résulte de leur comportement et de leurs actions. Et donc voilà. Ok, et l'effet des immunités de Joseph Kabila? Kabila est ancien président de la République. Son juge naturel est connu au regard des dispositions de la loi portant statut des anciens présidents et chefs de corps. Kabila ne peut être jugé que par la Cour constitutionnelle. Comme sénateur, il est poursuivi en sa casquette de sénateur. Non, Kabila n'est pas sénateur dans le sens régalien du terme. Kabila est sénateur à vie justement parce qu'il était ancien président de la République. Parce qu'il n'a jamais postulé, il n'a jamais été, on n'a pas validé son mandat. Et donc, naturellement, il est sénateur à vie du fait d'avoir été président. Et donc on ne peut pas les dissocier parce il a le titre de sénateur à vie justement parce qu'il était ancien président. Or le sénateur à vie n'a pas d'instance pour les juger, mais l'ancien président oui. Donc si vous dissociez Kabila sénateur à vie, sachez-le très bien, il ne peut pas être jugé devant la Cour de cassation. Et ce qui est encore grave, devant la justice militaire, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de solliciter la mise en accusation de Kabila, parce que dans la Constitution, la Constitution a été suffisamment claire. La personne ou l'instance qui a le pouvoir de demander la levée de demander l'autorisation de la mise en accusation, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Alors, si vous voulez créer votre État avec le règlement intérieur de l'UDPS, ça c'est votre problème. Moi, je pense que Kabila peut être poursuivi, mais il faut que l'on respecte la procédure. Très bien. Même s'il aurait posé des actes répréhensibles, si vous ne respectez pas la procédure, vous devenez délinquant comme ce que vous lui prêtez. Très bien. Alors, en ces moments-là, ne dites pas que nous soutenons Kabila, nous soutenons le principe. Voilà. De la même manière, la justice s'est décidée de ne pas poursuivre Nicolas Kazadi. De la même manière, la loi interdit aux autres instances de poursuivre Kabila parce qu'il bénéficie non seulement des privilèges juridictionnels, mais il a un juge fixé par la loi. Et donc, si vous ne changez pas la loi, ne venez pas nous embrouiller avec vos politiques sensationnelles. Très bien.